Ayant quelques problèmes techniques, on n'a pas été dans la capacité de sortir un épisode classique cette semaine avec Georges. Donc ça sera un épisode seul que je vais sortir, une lettre ouverte aux climato-sceptiques. Le fameux épisode sur le livre de Christian Gérondeau a suscité l'émoi parmi les fans du monsieur. Et je tenais à me lancer dans une espèce de longue diatribe sur ce sujet, parce que je pense que beaucoup de gens, d'un côté comme de l'autre, de la question du climat, passent à côté du débat et des enjeux. Voilà, donc ça va servir de thérapie pour moi de faire ce monologue, et ça me ferait très plaisir si j'ai des retours de votre part avec des commentaires pertinents et des ajouts pertinents sur chacun de ces points. D'abord, que vous soyez sceptique sur le fait qu'injecter tout le CO2 qu'on injecte dans l'atmosphère est grave ou non, ça fait un moment, selon moi, qu'on a compris que les solutions étaient les mêmes. Est-ce que quiconque trouve ça malin de continuer à importer à prix d'or des hydrocarbures dans notre pays et flinguer notre balance commerciale? Est-ce que quiconque trouve ça malin de continuer à importer à prix d'or les hydrocarbures dans notre pays, sachant qu'on a passé le pic pétrolier conventionnel, probablement aussi le pic pétrolier non conventionnel, et que dans les années qui suivent, on aura aussi le pic gazier? Est-ce que quiconque trouve ça malin d'être à la merci des pays exportateurs de pétrole et de gaz? Qui peut prévoir ce qui va se passer quand cette ressource deviendra assez rare? Est-ce qu'ils voudront bien nous en vendre encore à ce moment-là? Pendant combien de temps? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut vraiment prendre le risque? Est-ce que quiconque trouve ça malin de ne pas rénover les bâtiments et surtout les passoires thermiques et de rester avec des pertes énergétiques complètement inutiles, baissant encore plus notre balance commerciale quand il s'agit d'importer des hydrocarbures, ou gaspillant encore plus notre électricité pour ceux qui sont ou seront chauffés à l'électricité, en nous empêchant de vendre cette électricité à nos voisins, par exemple? Y a-t-il un quelconque argument justifiant le fait de ne pas faire en masse de nouveaux moyens de production électrique ne nécessitant pas d'importer des quantités massives d'hydrocarbures? Est-ce que vous vous rappelez que nos centrales nucléaires vont périmer quasiment tout en même temps? Est-ce que vous avez conscience qu'en France, 70% de l'énergie provient des hydrocarbures? Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que ça représente de remplacer les centrales nucléaires périmées, toutes en remplaçant en plus les 70% d'énergie hydrocarbures par de l'électricité? Je vous laisse faire le calcul. Est-ce que vous pensez vraiment que la plupart des grandes entreprises n'ont pas déjà compris tout ça? Toutes les entreprises qui disent effectuer la transition verte, entre guillemets, lutter pour le climat, entre guillemets, est-ce que vous pensez vraiment qu'elles n'ont pas compris que faire des économies d'énergie et sortir des hydrocarbures était dans leur propre intérêt? Quel que soit votre bord politique, votre avis sur la question du climat, les solutions sont les mêmes. Et même si elles ne sont pas à 100% les mêmes, ce pourcentage est assez haut pour se mettre d'accord. Si on évite bien sûr de tomber dans le piège du narcissisme des petites différences. Oui, mais quel rapport? Répondent en général les gens. Là, on a un débat sur le climat. Le fait que l'issue de ce débat ne change finalement rien aux solutions qu'on doit mettre en place m'importe peu. C'est ce que répondent les gens en général. Moi, j'ai envie de débattre du climat, ça m'amuse et ça m'intéresse, ne changez pas de sujet. D'accord. Alors, ça vous énerve que la plupart des entreprises essaient de vous vendre leurs actions, probablement purement égoïstes, comme étant une lutte pour le climat, entre guillemets? Oui, d'accord, ça m'énerve aussi. Et alors?
Ça vous énerve, tous les gens qui prêchent pour le climat mais qui n'y connaissent rien? Ok, d'accord, c'est irritant. Et alors? Est-ce que vous n'arrivez pas à être au-dessus de ça? Alors justement, on n'a qu'à parler un peu du climat. Prévoir le comportement du climat est une science complexe qui nécessite un niveau d'expertise élevé. Et malheureusement, à moins d'avoir vous-même un doctorat dans ce domaine et plusieurs années d'expérience dans la modélisation du climat, si vous ne savez pas effectuer un bilan radiatif du système Terre, vous allez être obligé de vous appuyer sur des experts. Est-ce que les experts ont parfois tort? Oui. Est-ce qu'il est possible de trouver des experts en désaccord avec la grande majorité des experts du domaine? Oui, c'est possible. Ces experts rebelles ont-ils parfois raison? Oui, ça arrive, ils ont parfois raison. Est-ce que les experts ont généralement raison quand il s'agit de leur domaine? Oui, également. C'est pourquoi, si on est quelqu'un de raisonnable et sceptique sur le climat, il va falloir, malheureusement, affecter une probabilité plutôt conséquente à un scénario où on aurait tort. Ça s'appelle être quelqu'un de raisonnable. Et encore une fois, qu'on soit sceptique ou non sur le climat, les solutions sont les mêmes. Alors, comment ça se fait que des gens très intelligents, comme M. Gérondeau, soient sceptiques sur le climat? Soit ils ont raison, soit ils aiment bien dire le contraire de ce que tout le monde pense, ça permet d'être le centre de l'attention, soit ils ont une idéologie politique ou un projet de vie incompatible avec les préoccupations climatiques. Et on sait maintenant que l'intelligence n'est pas un vaccin contre le fait de penser des âneries. Au contraire, elle donne le pouvoir à celui qui dit des âneries de trouver des arguments percutants pour soutenir ces âneries. Et si vous pensez que les mécanismes que je décris ne peuvent pas avoir lieu au niveau du subconscient de ces gens, si vous pensez que s'ils pensent vraiment ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont de bonne foi, et si vous pensez que le subconscient n'a aucun rôle à jouer, alors vous connaissez mal les humains. Si vous êtes quelqu'un qui est systématiquement en train de penser le contraire de ce que pensent les institutions et les experts, alors petit 1, vous allez souvent avoir tort, et petit 2, oui, parfois, vous aurez raison. Et oui, Facebook supprimait les posts sur l'hypothèse de la fuite de labo du Covid, et non, ça n'est pas raciste de penser que c'est une hypothèse valide, et non, au vu des indices à notre disposition aujourd'hui et à l'époque, ça n'a jamais été stupide de considérer cette hypothèse comme étant très plausible. Félicitations, vous aviez raison. Mais, vous n'avez pas le droit de vous octroyer des points quand vous avez raison, si votre seul mode de pensée est de penser le contraire de tout le monde, tout le temps. Ce n'est pas un raisonnement valide, c'est juste une religion. Si vous êtes sceptique sur le climat, et que vos amis le sont aussi, et si vous évoluez, en plus de ça, dans des cercles de droite, vous devez redoubler d'efforts pour être bien certain que vous raisonnez en toute objectivité. Et oui, ces phénomènes de biais sont également valables à gauche. Par exemple, sur l'énergie nucléaire, les recherches sur l'intelligence et le QI, l'ADN et l'héritabilité des traits psychologiques, la sexualité, la violence, les différences hommes-femmes, le politiquement correct. Oui, les biais existent aussi à gauche et chacun doit s'occuper des siens. Là, on parle du climat. On parle du CO2. Le CO2 est ce qu'on appelle un exutoire, une pollution que notre société industrielle produit en échange de services, ici l'énergie produite en l'occurrence. Avec le CO2,
on parle d'une pollution qui va engendrer des changements climatiques qui vont nécessiter d'injecter encore plus d'énergie dans le système pour s'en accommoder. Par exemple, les événements climatiques extrêmes vont nous forcer à reconstruire, à réparer. S'il faut déplacer nos cultures, ça sera des dépenses d'énergie supplémentaires. S'il faut soigner les maladies apportées par les moustiques qui seraient remontés en France, s'il faut soigner les personnes âgées qui succombent à la chaleur, s'il faut modifier nos villes pour les rendre plus vivables, s'il faut climatiser pour survivre, ça va amener des dépenses d'énergie supplémentaires. Polluer avec du CO2 engendre des dépenses d'énergie supplémentaires, énergie qui est rare et précieuse. Sur une échelle de 0 à 100, 0 étant 0 et 100 étant l'apocalypse, quelle note vous attribueriez à l'impact d'une pollution au CO2 sur nos dépenses d'énergie? 5, 10, 0. Allez, on va dire que c'est 0. Et si jamais on se rend compte que c'est pas 0, tant pis, on s'en occupera et on achètera moins de pantoufles connectées. Mais le CO2 n'est qu'un type de pollution parmi beaucoup d'autres. Et il va falloir malheureusement tout gérer en même temps. Alors comment on illustre ça, pour bien comprendre? Aujourd'hui, on fait face à de l'inflation. Et je trouve qu'il y a énormément de cafouillage, énormément de confusion sur ce sujet. Et la source de confusion principale, selon moi, c'est que les gens confondent les causes proximales et les causes ultimes de l'inflation. Je m'explique. Si je passe ma vie à jeter les poubelles dans mon jardin et que je finis par créer une gigantesque pyramide de poubelles de 50 mètres de haut dans mon jardin, quand cette poubelle finit par s'effondrer sur ma maison, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute du corbeau qui s'est posé sur le tas de poubelles et qui l'a fait tomber? Ou est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est la faute du vent qui a soufflé sur le tas de poubelles et qui l'a fait tomber? Ou est-ce que c'est ma faute? Quelle est la solution à mes problèmes? Arrêter d'empiler des poubelles? Ou bien mettre des pièges à corbeaux? C'est évidemment ma faute et la solution n'est évidemment pas de poser des pièges à corbeaux. D'où vient l'inflation? Ça n'est pas la faute du corbeau et ça n'est pas la faute du vent, parce qu'il y aura toujours des corbeaux et il y aura toujours du vent. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va arriver au prix de nos objets et de nos denrées dans un monde où il y a de moins en moins de gaz, moins en moins de pétrole, dans un monde où avant il suffisait de concasser 3 tonnes de roche pour extraire 1 tonne de cuivre, et maintenant il faut concasser 200 tonnes de roche pour extraire 1 tonne de cuivre? Qu'est-ce que vous croyez qu'il va arriver au prix de nos objets dans un monde où les sols sont épuisés et où il faut injecter des quantités massives d'énergie pour produire notre nourriture, dans un monde où il n'y a plus d'abeilles et où les services que rendait la nature autrefois gratuitement seront désormais payants? Qu'est-ce que vous croyez qu'il va arriver au prix de nos objets dans un monde où il faut dépolluer massivement notre eau et notre nourriture, dans un monde où il n'y a plus de poissons ni de coraux dans la mer? Qu'est-ce que vous croyez qu'il va arriver au prix de nos objets dans un monde où on interdit de relâcher des produits toxiques dans la nature ou des billes de plastique dans la rivière et on demande aux pollueurs de dépolluer? Qu'est-ce que vous croyez qu'il va arriver au prix de nos objets dans un monde où on interdit un certain nombre d'additifs toxiques dans notre nourriture et dans nos produits cosmétiques? La réponse à toutes ces questions est « ça va coûter plus cher ». Et ça n'est pas la faute du corbeau.
Alors, évidemment, comme à chaque fois, la technologie va nous sauver. Il y a encore quelques années, c'était quand même plutôt mal barré. Le fameux Peter Thiel, célèbre gauchiste, avait théorisé la pensée selon laquelle le développement technologique s'était arrêté en 1970. Peter Thiel nous disait que si on enlève les écrans d'un appartement, rien d'évident ne nous permettrait de différencier un appartement d'aujourd'hui d'un appartement d'hier. Alors les gens sont souvent sceptiques face à cette idée, face à ce concept, mais mettez-vous à la place des humains qui ont vécu avant 1970, avec l'invention de la machine à vapeur, de l'électricité, du moteur à explosion. On peut effectivement argumenter qu'on n'a pas inventé de technologie vraiment disruptive au niveau civilisationnel depuis 1970. Et si on prend les choses par ce bout, par quel principe logique peut-on affirmer qu'on va toujours réussir à inventer la technologie disruptive au niveau civilisationnel qui nous sortira du pétrin? Aucun. Ça ne peut pas être un argument. Rien ne nous dit qu'on va réussir à l'inventer. On pourrait faire l'analogie avec l'élève qui ne révise jamais son contrôle de maths parce qu'il se trouve que le prof est souvent absent et donc il sera probablement absent le jour du contrôle. Mais quel mal y a-t-il à réviser ses maths même si le prof est absent? Quel mal y a-t-il à essayer de s'organiser afin de créer une société avec de la meilleure bouffe, moins de bruit de voiture, des infrastructures plus proches et plus accessibles à pied et à vélo, avec peut-être d'autres valeurs que de posséder le plus d'objets possible? Probablement qu'il n'y a aucun mal à ça. Qu'on invente une nouvelle technologie disruptive ou pas. Alors oui, depuis 2022, on a vu l'émergence de l'intelligence artificielle. Et il y a maintenant plus vraiment de doute qu'on va faire mentir Peter Thiel et assister à une révolution civilisationnelle d'ici quelques années. L'intelligence semble être en passe de devenir quasi gratuite et illimitée. Ok, le prof de maths va peut-être encore être absent, finalement. Mais est-ce que c'est une excuse pour ne pas réviser ?